Julissa, quel est selon toi le plus grand rassemblement d'êtres humains qui a eu lieu sur Terre? Alors, je ne sais pas du tout pourquoi tu te poses cette question. Pour la culture, voilà, en toute innocence. Et du coup, je connais la réponse. Et c'est le Mahakumbh Mela. Donc, c'est un pèlerinage qui a lieu en Inde, sur les rives du Gange. Et en fait, tous les 144 ans, il y a une édition spéciale. Donc, il y a plus de 400 millions de personnes qui se sont rendues sur les bords du Gange. C'était en 2025. Ça dure sur 3 semaines, mais sur la même journée, on a eu un moment 40 millions de personnes qui étaient présentes au même endroit. Waouh, ok, d'accord. C'est. Voilà, c'est gratuit, Voilà. petite anecdote, tu pourras ressortir au repas de famille. Est-ce que toi, t'aurais une anecdote, genre d'un truc que t'as vécu avec la foule? Il y a 10 ans, on visitait le Mont Saint-Michel avec ma famille et tout, Ouais. et on a perdu mon cousin pendant, je sais pas, 1 heure ou deux. T'avais quel âge? Je sais, 5-6 ans, je pense. Ah ouais. Je sais même pas si on a fait la visite au final ou si on est juste retourné le chercher dès le début, mais Oh, waouh. Moi, j'ai vécu un truc. Alors, c'est moins dramatique que toi, quoique. J'avais 5 ans. Et en fait, j'étais une petite dictatrice dans la cour de récré. Et j'ai demandé à ma meilleure amie de commencer à faire une queue leu et d'inviter tout le monde dans cette queue leu. Tous les enfants se sont mis derrière nous. Et en fait, la densité de personnes fait que, même avec nos petits corps, on a créé des embouteillages et des gens se faisaient écraser. Et en fait, ma maîtresse m'a hurlé dessus parce que des gens se sont fait écraser par ma faute à cause de cette initiative un peu dangereuse. et est-ce que tu as été puni suite à ce mouvement de Je foule ne me souviens plus. Je me souviens de moi qui m'arrête pour faire mes lacets et regarde tout le monde en mode « Arrêtez, attendez-moi, attendez-moi ». Voilà, c'est tout. Donc tu avais carrément perdu le contrôle de ce que tu avais créé. Exactement, Ok. voilà. Donc voilà, bienvenue dans Le Comptoir, le podcast des GBU et des GBL, donc groupe biblique universitaire et lycéen. On est un peu nouveau ici. C'est vrai que c'est parti sur les chapeaux de roue et on n'a même pas dit qui on était en fait. C'est vrai, mais t'es qui, toi, Paul, en fait? Moi, je m'appelle Paul, je suis étudiant en urbanisme et aménagement, donc en Master 2, à l'école d'urbanisme de Paris. Et vous avez déjà peut-être pu entendre ma voix et me voir dans le dernier épisode qui est sorti en live, le pessimisme, l'optimisme. Et également l'avant-dernier épisode dans lequel j'ai eu la chance de faire une musique pour illustrer ça. Et donc c'était l'épisode sur un peu le perfectionnisme. Et toi, Julissa, est-ce que on a déjà pu t'entendre ou te voir? Je suis déjà intervenue dans un des épisodes du comptoir. Donc, c'était sur mon corps et moi. Et en fait, c'était une chronique sur voilà, mon rapport au corps en tant qu'étudiante dans le domaine artistique, parce que c'est les études que j'ai faites. Actuellement, je suis dans un CAP petite enfance et j'écris des livres. C'est un beau CV, hein, déjà. Ouais. Vous avez pu le comprendre ou même le deviner. Avec Julissa, on va aborder le thème de la foule. C'est une idée qui nous est venue en regardant les vidéos de la chaîne YouTube Fouloscopie. Et aussi également parce qu'on est quand même pas mal confronté à une bonne quantité de gens, de monde. Et donc, on s'est dit pourquoi pas un peu se remuer les méninges sur ce thème. Pour aborder le sujet de la foule, vous aurez le droit à une interview, une chronique culturelle, une musique, une chronique biblique. Ça va rythmer un peu nos discussions. Et puis, on a la chance d'avoir en notre présence Laura, qui est originaire de Colombie, qui a fait des études au départ de maths appliquées et d'économie, et qui est ensuite venue en France pour faire une thèse sur des questions de logistique et de véhicules électriques, et qui aujourd'hui un peu a réorienté, a affiné son parcours en étudiant plutôt des questions liées à la ville, à l'espace urbain, mais toujours avec des questions d'informatique et de quantité de gens, de personnes. Et donc bonjour Laura. Oui, bonjour. On espère que tu vas bien, on est très heureux que tu sois venue pour nous présenter un peu les sujets que tu abordes dans le cadre de ton travail. Et avec Julissa, on a eu l'occasion d'un peu en parler, mais on t'a pas demandé, toi, c'est quoi ton rapport à la foule? Ouais, en quelques mots. En quelques mots, ok. Je me rappelle quand j'étais petite, que je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé en fait d'être, disons, au Japon, là où il y a beaucoup de personnes dans les métros et d'être un peu dans les bousculades et tout ça, voilà, je me rappelle, je disais à mon meilleur ami, j'aimerais bien en fait être dans cette situation. On voit quand même dès le départ un attrait pour cette foule. Et pour continuer avec cette idée d'envie de contact avec la foule, je vous propose d'écouter la chronique de Yona. Alors Yona est sortie diplômée du cours Florent en juin 2025 et donc elle est comédienne.
elle fait du théâtre et elle va un peu nous présenter, le temps d'une chronique culturelle, son rapport à la foule. Discussion au comptoir. Edith nous la chante. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Merci Edith. Edith Piaf donc nous la chante. La foule. C'est impressionnant, une foule, non ? D'après le dictionnaire Larousse, la foule se définit comme suit. Multitude de personnes réunies en un même lieu. Un lieu qui peut évidemment contenir cette foule. Les rues, les stades, les transports en commun, les salles de spectacle, les concerts, les manifestations. Bon, procédons maintenant méthodiquement. Mes foules préférées, c'est celles qui rassemblent. Par exemple, pendant un concert, quand tous entonnent d'une même voix un chant, ou pendant un match de foot, quand la foule est transportée de joie que son équipe vienne de marquer un but. Même si cette foule est constituée d'individus anonymes, nos sentiments et nos idées sont orientés dans une même direction. Alors, ça prend une ampleur, comme si on formait quelque chose de plus grand que nous, quoi. Ce qui est le cas, du coup, vu qu'on forme une foule. Bref, les rassemblements, c'est du lien social, de la sécurisation de pouvoir appartenir à un groupe autour d'un but commun, d'une foi commune ou d'une passion commune. J'aime aussi les foules des théâtres et des spectacles, parce qu'elles sont dites sages. En tant que comédienne, c'est à moi et ma troupe de connecter avec cette foule. Et il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Mais naturellement, on ne le sait pas à l'avance. Hop, c'est quel genre de foule ce soir ? On ne sait pas. Bon, maintenant, en opposition à mes foules préférées, les foules que je ne recommande pas. Il y a les foules qui restent au milieu du trottoir et qui bloquent donc toute la circulation piétonne. Il y a aussi les foules de gens pas contents à les manifs. Mais ça, c'est même pas que j'aime pas, ça me fait peur. Qu'il puisse y avoir un débordement comme on voit souvent en France ces derniers temps. Les foules dans des espaces restreints, j'aime pas ça non plus. L'idée que, déjà, au-delà de 6 ou 7 personnes par mètre carré, ce n'est plus moi qui décide de la direction où je vais, mais que je suis soumise aux pressions physiques qui sont appliquées sur moi par mes voisins, c'est une folie. Dès que je me retrouve dans une situation comme ça, j'ai une super stratégie. La fuite. Enfin, en plus d'être tous serrés comme ça, les uns contre les autres, j'ai toujours peur de ne plus pouvoir respirer. Donc, pour rester sereine au quotidien, par exemple, quand je vais assister à un spectacle, je sors pile au moment des saluts, parce que je sais que je ne serai pas submergée par la foule des gens qui sortent. Et c'est drôle de penser qu'on a besoin d'appartenir à un groupe pour pouvoir être sécurisé, mais que cette foule-là nous fait parfois aussi disparaître en tant qu'individu. Parce que le fait d'être dans une foule nous rend aussi plus sensibles à l'effet de foule. C'est un effet psychologique social qui repose sur la tendance naturelle des individus à être influencés par des facteurs externes, comme les pressions sociales par exemple. En gros, pour se sentir appartenir à une foule, on est susceptible de simplement adopter le comportement de ceux qui la composent. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle, parce que quand je joue une pièce de théâtre, il suffit d'entendre quelqu'un réagir pour sentir qu'il est bien en présent avec nous et qu'il est attentif à l'histoire qu'on raconte sur scène. C'est pour ça que le théâtre, c'est du spectacle vivant d'ailleurs, parce qu'il vit au rythme de la foule venue le voir. Quand on n'a pas joué devant des gens depuis longtemps, il y a une sorte de vertige à entrer sur le plateau et découvrir, sans vraiment les regarder, les visages qui composent la foule venue nous voir. L'envie d'observer chez elle les réactions que chacun va avoir au fur et à mesure de l'histoire. Même quand je suis spectatrice d'une pièce, j'aime aussi observer les réactions des autres, voir les sentiments variés sur les visages, ceux qui partent au milieu de la pièce ou ceux qui s'endorment. Je ne sais pas si je suis une bonne comédienne, mais en tout cas, je suis une bonne spectatrice, on me le dit souvent, parce que je réagis un peu sans filtre. Je ris, je suis choquée lorsqu'il y a des retournements de situation que j'avais pas vu venir, je suis en mode « mais non !» En somme, je vis à fond le spectacle, même si ce n'est pas moi qui le joue. Et ça donne une sorte de signal à ceux qui sont plus réservés que c'est ok de s'exprimer dans une foule. C'est aussi ma manière d'exprimer mon soutien et de transmettre de l'énergie positive aux comédiens qui jouent. Vive la bienveillance et vive le théâtre.
La foule nourrit aussi énormément les comédiens, car c'est là, sur des gens dits lambda, qu'on s'inspire pour créer nos personnages, qu'on pique des tics, des tocs, des gestes nonchalants, des manières de parler, de marcher. La foule est un vrai vivier d'inspiration pour nous autres comédiens. L'observer est donc primordial. Pour conclure, la foule est essentielle à notre développement en tant qu'humain, et pas que en tant que comédien. Et comme disait ce bon vieux Jean Margot Duclos, l'individu a besoin de ce contact très indifférencié avec ses semblables. C'est pour lui un moyen superficiel et facile de sortir de l'isolement social dont il est menacé dans la société contemporaine. Donc, quand on vient voir une pièce de théâtre, déjà, on sort de notre isolement social grâce à la foule, et en plus, on s'amuse. C'est fantastique le théâtre, non ? Et qui que l'on soit, rappelez-vous, la communauté a besoin de l'individu, et l'individu a besoin de la communauté. Je trouve ça vraiment parlant. On peut remercier Yona pour cette chronique. Elle parle de cette notion de foule sécurisante, mais aussi de ce qu'on vient y chercher. Et du coup, Laura, est-ce que t'aimes ça, aller voir des spectacles? Ou, si oui, qu'est-ce que tu y cherches? Je crois que j'aime bien aller voir des spectacles, mais j'ai un peu du mal en fait à être devant les scènes. Donc d'être devant des gens et présenter et devant beaucoup de monde, ça, c'est une situation que j'aime pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi, je me sens un peu moins en sécurité. J'ai l'impression qu'il y a que tout le monde qui me regarde, même si quand c'est un petit groupe, je peux être plus à l'aise, mais c'est juste, c'est un peu, j'ai un peu mal avec l'idée qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde. Elle parle justement de cette notion de bienveillance et de justement cette foule sage. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à étudier les foules? Donc, comme je disais, j'ai fini ma thèse, donc des trucs un peu plus logistiques, un peu plus vraiment pas en lien avec les personnes. Et j'ai eu l'occasion, en fait, il y avait une opportunité de voir travailler dans un projet plus en lien avec la ville. Et là, ça parlait de l'idée, comme je disais tout à l'heure, de voir comment est-ce qu'on peut développer la marche. Et quand j'ai lisé les rapports des personnes qui ont déjà travaillé dedans, il avait fait des entretiens avec des personnes sur des trottoirs, il avait demandé un peu autour d'elles, il avait regardé comment les gens se déplacent. Et il a vu que les personnes, quand il parlait d'un trottoir très étroit où il y a beaucoup de monde, en fait, il ne disait pas forcément « Ah oui, en fait, ici c'est petit », il disait plutôt « En fait, c'est difficile de marcher, il y a beaucoup de monde, là je ne peux pas marcher tranquillement avec quelqu'un et parler avec elle avec la personne parce qu'on est vraiment coincé. » Donc, en fait, le regard était plutôt visé sur les autres personnes que sur l'espace physique. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout en mobilité, des idées qu'en fait, en tant que piéton, en tant que personne, on a des spécificités sur des choses dont on a besoin. Et du coup, c'est là où je peux travailler. Donc, en fait, de comprendre comment nous, en tant que piétons, en tant que personne, on se déplace, on vit dans ce monde et essayer de nous rendre conscients de ça. Moi, à partir des modèles de simulation, mais aussi les décideurs à partir de voir en fait comment est-ce que ça se passe vraiment dans la vie. Donc vous rentrez directement dans le réel, entre guillemets, pour voir comment les autres fonctionnent. Oui, voilà. Et après, donc, dans la simulation, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est d'essayer d'avoir des modèles qui sont un peu semblables à ce qui se passe dans la vie réelle. Et donc, pour faire ça, on a besoin de toutes des analyses derrière qui disent comment les gens se comportent, comment est-ce que les gens vont faire, comment est-ce qu'on marche simplement dans un trottoir. De voir, en fait, qu'est-ce que les gens ont dit derrière nous, donc les psychologues, les gens qui travaillent sur ce type de choses, et nous, donc, voir comment est-ce qu'on peut représenter ça dans une simulation et après l'utiliser pour d'autres choses. Ok, et on voit qu'en fait, il y a différents corps de métiers qui travaillent dessus. La question, c'est aussi pourquoi la société, elle a besoin que des gens étudient sur les foules. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, de comprendre comment on fonctionne au milieu de la foule? Une des choses, c'est par exemple pour bien construire les infrastructures qui vont recevoir du public.
Donc les stades de foot, voilà, même les théâtres, ils ont besoin de savoir en fait quelles sont les dimensions de l'espace, comment vont être les sorties des sécures, les sorties tout de même, en fait, et prendre en compte en fait comment ça se passe si jamais il y a beaucoup de monde à l'intérieur, s'il doit sortir parce qu'il y a un incendie ou quelque chose comme ça. Donc d'une part, voilà, c'est la partie des sécurités et des urgences. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, plus en lien avec la planification urbaine, il faut prendre en compte en fait que la marche, c'est les modes de transport, des modes de déplacement les plus utilisés. Ouais. Et il faut prendre en compte aussi ça. Il faut prendre en compte, par exemple, la maman avec la poussette, comment est-ce qu'elle va marcher dans les trottoirs et comment est-ce qu'on va aussi faire les stations de métro, comment on va prendre en compte ce type de choses. Ça nous permet en fait de mieux comprendre nous, en tant que des êtres sociaux. C'est aussi une manière de mieux comprendre les choses. Est-ce que il y a une définition stricte de la foule? Est-ce que en fait c'est à partir de combien de personnes, par exemple, qu'on peut appeler ça une foule? Je ne sais pas une définition exacte. Ça dépend beaucoup en fait de la densité, de combien de personnes il y a dans un espace. Après, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'en fait, par exemple, en simulation, il y a, disons, deux façons de simuler donc les foules. Donc, il y a une façon qu'on appelle microscopique et une autre plus macroscopique. Je commence avec la microscopique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler chaque personne, donc chaque piéton comme une personne telle qu'elle. Et on va s'intéresser à dire que peut-être chaque personne va vouloir aller quelque part, donc il a des objectifs à accomplir. Et du coup, elle va avoir une interaction avec l'espace qu'il y a autour d'elle et aussi avec les personnes qui sont autour d'elle. Chaque personne, elle peut prendre des décisions et définir comment est-ce qu'il va bouger dans l'espace. Et là, quand on arrive à des densités un peu plus importantes, disons par exemple à la sortie d'un match de foot, là, on n'est pas trop intéressé à voir en fait les interactions des uns des autres, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement de monde qu'en simulation, on les traite comme si c'était un fluide. En fait, la foule devient un fluide. Et on utilise de la mécanique des fluides pour représenter la foule. Donc là, on s'intéresse plutôt à la densité, à la vitesse pour sortir du stade et ce type de choses. Donc c'est vraiment deux manières différentes de voir la foule. Qu'est-ce que l'étude scientifique des foules nous apprend sur les individus? Ce qu'on peut voir dans la vie réelle, c'est qu'en fait, quand on commence à être beaucoup, il y a des comportements, des phénomènes qu'on appelle émergents, qui ne sont pas possibles à voir en fait, en tant qu'individu isolé. Dans les stations de métro, on commence à voir qu'en fait, il y a comme des piles qui se suivent, donc une à droite, une à gauche, ou s'il y a beaucoup de monde, il y a quelqu'un qui marche moins vite devant toi, dans un trottoir, il y a beaucoup de monde, donc il y a ces phénomènes des vagues un peu qu'on appelle stop and go. Donc il y a certains phénomènes collectifs qui ne sont pas possibles de voir au niveau individuel, mais qui émergent quand on est beaucoup de monde. Il y a aussi des phénomènes plus, disons, sociaux, dans le sens qui, par exemple, s'il y a quelqu'un qui regarde, on est dans la rue, il y a quelqu'un qui regarde quelque part, on est tous amenés à regarder là-bas. Ou si on est dans un feu rouge piéton, il y a quelqu'un qui traverse, on est plus amené à traverser. Donc il y a aussi cette idée d'imiter ce que les autres font, d'aller, je ne sais pas, on ne connaît pas la sortie, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à sortir par une porte, donc on est tous amenés à aller là-bas. Donc c'est ce phénomène d'imitation ou voilà, ce type de choses qui arrivent, qui ne sont pas faciles à voir au niveau individuel. Justement, sur le côté mécanisme de la foule, comment on interagit socialement, ça c'est encore des choses qu'on va aborder. Mais du coup, toi, est-ce que tu as redécouvert les foules autrement en étudiant justement ce sujet? Quelle est la révélation que tu as eue depuis le début de ton travail sur la foule? Oui. Quand j'ai commencé, comme je ne savais rien en fait, sur les foules, je me rappelle, je commençais à lire un peu partout, à droite, à gauche. Mais aussi, je suis devenue très sensible à ces thématiques. En fait, j'ai marché sur les trottoirs
Et je voyais comment les gens essayaient d'éviter les collisions, comment ça se passe au métro, donc partout, en fait, j'étais hyper sensible à ça. Je trouve ça super difficile de considérer la foule et en même temps les individus. J'ai l'impression que soit on va se concentrer surtout sur un individu en particulier et ne pas vraiment considérer la foule autour, ou prendre en compte toute la foule, mais du coup négliger les individus. En fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, là, pour rebondir sur ce que tu disais, Laura, c'est qu'en fait, tu as commencé par dire que euh, pourquoi étudier la foule? On étudie pour gérer des situations de catastrophe, justement. Donc, en fait, pour un peu la protéger, parce que la foule, elle peut être victime de... Ouais, dans une pièce, un incendie se déclenche, il y a plein de gens. Donc, elle peut être victime de catastrophes un peu exogènes, extérieures, mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que elle-même peut aussi en générer, donc de l'intérieur, des catastrophes avec toutes les bousculades et les densités assez élevées qui présentent des risques. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait assez peur, même si on peut un peu modéliser des choses, comme tu dis. Dans mon esprit, c'est quelque chose d'assez incontrôlable, quoi. En fait, ça peut partir à tout moment. Le fait qu'il y ait plein de gens, ça développe le fait qu'il y ait plus de risques d'incendie, d'actes malveillants. Et en même temps, ces mêmes personnes peuvent générer entre elles aussi des catastrophes, quoi. Donc, ouais, vraiment, pour moi, ça fait assez peur. Ça a l'air assez tumultueux, quoi, je trouve. Le souci, et ce qui m'intéresse, c'est en fait cette idée des comportements collectifs, cette idée de comment ça se passe, en fait, de cette interaction. Pour moi, c'est surtout l'interaction des uns des autres, et aussi dans une poule, en fait, comment est-ce qu'on devient en fait comme un individu en part entière, et vers où est-ce qu'on va. Mais un peu dans la limite de se dire, en fait, moi, je fais partie de cette communauté, mais moi-même aussi, je prends mes décisions, donc c'est comme un agent. Qui prend cette propre décision, mais j'ai fait aussi partie de ces communautés et ça me fait aussi avoir des phénomènes collectifs, donc avoir des choses qu'on peut faire tous ensemble, mais un peu, d'avoir un peu les deux points de vue. En parlant des deux points de vue, de faire partie du collectif et de, en même temps, prendre ses décisions, est-ce que vous, quand vous êtes dans des situations avec plein de gens, vous avez l'impression qu'il y a une tension, quoi? C'est un peu un combat pour... est-ce que je suis comme... Bah ok, peut-être cette personne, elle connaît où elle a sorti, donc je la suis. Ou en même temps, je réfléchis par moi-même. Parce que moi, il y a des fois, peut-être que j'aurais pris une décision, et en même temps, je vois une autre personne qui fait autrement, donc je suis tenté de la suivre, puisqu'en fait, il y a plus de gens qui font ça. On est aussi guidé par c'est plus fiable parce qu'il y a plus de personnes qui vont aller vers ce mouvement ou qui vont avoir ce type de façon de faire. Et il y a eu plein d'expériences comme ça de gens qui étudiaient la foule ou qui étudiaient les rapports de mimétisme sur des expériences sociales où on mettait des gens dans une salle d'attente où tout le monde devait se lever, se rasseoir, se lever, se rasseoir. Et en fait, sans comprendre pourquoi, les personnes qui étaient, entre guillemets, victimes de cette expérience sociale le faisaient aussi par mimétisme. Donc je trouve que, d'autant plus quand il y a beaucoup de gens, quand il y a une forte densité, c'est super difficile de prendre des décisions par soi-même. Pour rebondir sur ce que tu disais, Julissa, je vous propose d'écouter une musique qui a été faite par Mathieu, qui a essayé de, par des notes, retranscrire ce qu'il ressent vis-à-vis de la foule, et notamment un peu la tension entre l'anxiété qu'elle lui génère et l'inconfort qu'elle représente pour lui, et en même temps l'acceptation justement d'être dans cette foule lorsqu'elle n'influence pas sur son comportement, lorsqu'en fait il peut continuer de vivre et de penser à son rythme malgré la présence d'une multitude de gens. Et par la suite, on aura l'occasion d'écouter Emeline, qui est orthophoniste à Mulhouse, et qui va nous en apprendre plus sur justement le rapport de Jésus à la foule, donc dans l'Évangile.
Les célébrités attirent souvent une foule d'admirateurs. C'est pas un phénomène nouveau. Dans cette petite chronique, je vous propose de suivre l'histoire d'une femme perdue dans la foule en quête de la célébrité de l'époque. Cette histoire est tirée de l'évangile de Marc, qui était le secrétaire de Pierre, lui-même disciple de Jésus. En ce temps, Jésus était devenu populaire et reconnu pour les nombreux miracles qu'il accomplissait sur son chemin. Alors, il n'allait pas sans dire que les gens accouraient, et même de loin, pour le voir en chair et en os. Je lis donc Marc au chapitre 5, les versets 21 à 34. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors, Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et, dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Mettons-nous dans la peau de la femme. D'abord, qui est cette femme ? Son identité, on ne la connaît pas vraiment. Toutefois, on peut dire que, physiquement, elle est malade, car elle souffre d'une hémorragie depuis 12 ans. Donc on peut supposer qu'elle est également fatiguée, voire même faible constamment. Financièrement, elle vit peut-être avec le strict minimum, car il est dit qu'elle a dépensé toute sa fortune pour des consultations médicales. Et il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à cette époque. Intérieurement, je l'imagine découragée, voire désespérée suite à tout son parcours. Socialement, elle est rejetée, marginalisée car considérée comme impure pour les gens de cette époque. En effet, dans la culture juive, la pureté rituelle est très importante. C'est un peu une question d'hygiène spirituelle. Il existe de nombreux rites de lavement pour se purifier. Mais évidemment, quand on a une maladie chronique qui fait qu'on saigne en permanence, se purifier ne sert pas à grand chose. Bref, vraiment pas ouf comme situation. La première mention de la femme dans le texte nous informe sur sa localisation, dans la foule, qui en plus est qualifiée d'immense et nombreuse. Autrement dit, alors qu'une multitude de personnes sont réunies autour de Jésus, un zoom est fait sur une femme qui, apprend-on, a une idée bien précise en tête et semblerait utiliser la foule afin de passer inaperçue. Mais pourquoi se cacher ? Il faut se rappeler qu'elle est considérée impure aux yeux des hommes, donc à juste titre, elle pourrait avoir peur d'être rejetée, voire d'être arrêtée par les autorités juives de l'époque. Donc se fondre dans la foule prend sens. Et puis zut, elle tente le tout pour le tout. Car oui, cette femme n'a plus rien à perdre. Ça fait des années qu'elle se bat contre sa maladie. Elle a dépensé sa fortune pour avoir des avis médicaux divers, trouver un remède, mais tout ça, en vain, pas d'amélioration. On peut faire un parallèle avec toutes ces femmes à notre époque même, qui souffrent d'endométriose, cette maladie qui prend souvent des années à être diagnostiquée, sans parler des errances médicales pour certaines, et dont les traitements restent efficaces en partie. Non comprise, seule, prisonnière dans son propre corps, elle pourrait être désemparée. Mais pourtant, elle se laisse gagner par une petite lueur d'espoir. C'est fou, après tant d'années de découragement. Elle ose affronter les interdits, car se frayer un chemin dans une foule implique toucher des gens, donc les rendre impurs. Elle ne s'arrête plus à ce que les gens vont penser d'elle, ni à tout ce que les médecins ont pu lui dire. Elle choisit de reprendre les rênes de sa vie et d'aller de l'avant. Elle se lève et se met en marche pour gravir ces montagnes. Et quelle est la source de cette lueur vacillante d'espoir ? Jésus, une célébrité de l'époque dont elle a entendu parler, car tout le monde rapporte qu'il est l'auteur de guérisons incroyables. Tout l'engouement autour de lui. Jésus est devenu populaire. Peu importe la direction qu'il prend, tout le monde le suit. De plus, c'est un enseignant de qualité qui possède une sagesse et une connaissance des Écritures comme personne d'autre. Ainsi, les gens s'assemblent autour de lui, se pressent de tous côtés. Et il en est de même pour la femme. Toutefois, qu'il prête attention à elle, elle ne l'envisage même pas. Mais elle se dit que, s'il est vraiment celui qu'on décrit, il lui suffirait de toucher son vêtement pour être guéri.
Et waouh, c'est ce qui se passe. Jésus va se laisser toucher par cette femme, et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et autant la femme le sent dans son propre corps, autant Jésus a conscience de ce qui se passe, et n'en reste pas indifférent. Alors qu'il est pressé de tous côtés par la foule, et qu'il est en route pour une autre guérison urgente, il s'arrête et prend le temps d'offrir une réelle rencontre à cette femme. Il est écrit qu'il parcourt la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Peut-être qu'il savait déjà qu'il l'avait touché, car il est Dieu, ou peut-être qu'il ne savait pas réellement, car il est aussi pleinement homme. Mais, dans tous les cas, par sa question « Qui m'a touché ?», qui, entre parenthèses, détonne par rapport au contexte de la foule, ce que les disciples lui font bien remarquer, il se laisse déranger en offrant la possibilité d'un échange. Et la femme va saisir, avec courage, cette opportunité pour lui dire toute la vérité. Elle le fait avec crainte, car elle ne sait pas comment il va réagir au vu de sa situation. Et pourtant, si elle le connaissait réellement, elle saurait que la délivrance qu'il souhaite lui accorder est bien plus profonde que tout ce qu'elle pourrait espérer. Oui, la libération que Jésus apporte est totale, car il lui donne une liberté physique. Tu es guéri de ton mal. Une reconnaissance individuelle. Elle, qui voulait se fondre dans la foule, devient unique alors qu'elle s'avance au-devant de Jésus qui la cherche. Il lui apporte une liberté intérieure, car sur l'invitation de Jésus, elle lui raconte son vécu, lui confie ses ressentis et ainsi déverse sur lui tout ce qui lui pesait. Et on sait bien aujourd'hui, à travers la psychologie, combien la parole est libératrice. Jésus l'écoute attentivement jusqu'au bout, considère pleinement son vécu et conclut par cette parole de bénédiction. Va en paix. Jésus lui offre aussi une liberté sociale. Alors qu'elle est rejetée par la société de par son impureté, Jésus la réhabilite aux yeux de tous, en l'appelant « ma fille », la considérant ainsi comme membre de sa propre famille. Jésus l'honore, approuve son acte de foi et restaure son identité en lui révélant sa véritable valeur, celle d'être enfant de Dieu. Et parce que c'est Jésus qui le fait, personne ne peut contredire cela. Alors, que conclure de cet épisode de la vie de Jésus ? Peut-être, ce qui est le plus interpellant, c'est ce qui distingue la femme du reste de la foule. Elle ose fendre la foule pour entrer en contact avec Jésus. Comme Jairus, dont on parle au début du texte, qui vient pour sa fille. Leur point commun ? Leur désespoir. Faut-il attendre d'être désespéré pour tester la solution miracle qu'est Jésus ? Le narrateur nous pousse aussi à nous identifier à cette femme marginalisée et désirée. Mais souvent, on est plus comme la foule. On aime bien Jésus, mais de loin, quoi. Pourtant, si on creuse, au-delà de la maladie, on a tous le même problème que la femme. Un mal-être, une quête d'identité, d'appartenance à un groupe. Au fond, le besoin profond d'être vu, connu et aimé sans condition. Et c'est cet amour-là que Jésus peut offrir, comme il l'a fait avec la femme. Dans le texte, Jésus est présenté comme la célébrité accessible et authentique par excellence. Il a un agenda de ministre, aucun agent de sécurité. Pourtant, il n'a pas l'air d'être très perturbé par la foule immense qui le presse, et il prend le temps avec les gens. Entre l'agitation de la foule, les sollicitations des disciples, l'anxiété de Jairus et la femme, le calme de Jésus est étonnant. Et ça m'encourage, car parfois j'ai l'impression que mes sollicitations et mes prières dérangent Jésus. Après tout, Dieu aurait autre chose à faire que de s'intéresser à mes problèmes. Mais ce texte me rappelle que je crois en un Dieu qui s'intéresse personnellement à moi, et qui prend le temps de m'écouter, de me répondre et d'apporter une solution à mes difficultés. Il reste attentif à mes interpellations et souhaite établir un réel contact avec moi, construire une vraie relation. Jésus n'est pas là juste pour mes grosses difficultés et mes crises existentielles. Et je ne peux que vous encourager à ne pas attendre d'être complètement désespéré pour vous intéresser pour de vrai à Jésus. Car qu'est-ce qui vous en empêche ? En tout cas, sachez que, comme pour la femme, le jour où vous aurez épuisé toutes les solutions, Jésus sera toujours et encore prêt à vous recevoir avec amour. Cette notion de Jésus, cette superstar qui gère à la fois la foule, qui comprend la foule en tant que foule, mais aussi l'individu dans la foule parce qu'il sent en fait le fait qu'il sent son toucher. Je trouve que c'est trop stylé. Il gère super bien la foule parce qu'en fait, il aime la foule. Moi, un truc que je trouve aussi très stylé, que j'avais jamais réalisé alors que je connaissais cette histoire, c'est qu'en fait, on a la femme qui se cache dans la foule, mais c'est cette même foule qui la rejette du fait de son impureté. Et donc, peut-être que si elle avait voulu approcher Jésus dans un autre contexte hors de la foule,
des personnes l'auraient vu, lui auraient barré la route. Donc là, elle est un peu comme dans l'œil du cyclone, et personne s'attend à ce qu'elle soit là, et donc en fait, elle instrumentalise la foule pour toucher du coup Jésus. Je trouve que c'est une super stratégie. De ouf, c'est vrai. Ça me fait me poser une question que je vous pose aussi. Est-ce que, selon vous, dans la foule, on va la chercher pour elle-même, pour la multitude de gens, ou c'est pour nous obtenir des choses? Est-ce qu'on n'utiliserait pas aussi à chaque fois la foule pour être nourri d'une autre personne, ou est-ce qu'on a vraiment envie d'être tourné vers les gens et de vivre quelque chose avec les gens et pour eux en soi? Je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a une part cette idée de vouloir appartenir à quelque chose tous ensemble. Mais il y a aussi l'effet de sentir le confort, en fait, de ne pas devoir réfléchir par soi-même ou de ne pas devoir prendre ses propres décisions, mais se dire, en fait, je sais pas, tout le monde achète telle chose, donc je fais comme les autres parce que ça ne me prend pas moi la tête. Ouais. Non, c'est intéressant de pouvoir se laisser porter, quoi. Et on revient encore à l'idée que tu avais évoquée, la foule comme un fluide, quoi. Ouais, c'est ça. Tu demandais justement qu'est-ce qu'on cherchait dans la foule. Est-ce que c'était pour nous-mêmes ou c'était pour aller vers l'autre? Je pense que oui, c'est aussi les deux. On va pas se réunir, juste on se dit allez, j'invite un tas d'humains à venir dans un endroit pour rien, mais juste pour être en foule. Et en même temps, est-ce que le fait de trouver, par exemple, de demander aux gens, viens, on va à tel concert, ou viens, on va se réunir pour une cause qui nous paraît grande, et en fait nous battre pour ça ensemble. Est-ce que finalement tout ça, ce serait pas aussi un peu des excuses pour se réunir, parce qu'on a besoin d'être en relation avec les autres, parce qu'on a besoin de se sentir appartenir à un tout, parce qu'on a besoin d'aimer l'autre et de se sentir aimé parce qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous? Très stylé. Est-ce que vous pensez que la foule peut être neutre? Parce que il y a ce truc de ok, on peut totalement être nous-mêmes ou réussir à exister dans la foule si on est entouré de personnes bienveillantes, d'un cadre bienveillant comme tu dis, ou la foule peut être hyper dangereuse, hyper oppressante, et on se dit en fait il faut se comporter de telle manière parce que sinon il va m'arriver quelque chose de mal, et voire le pire, c'est arrivé dans des cas où tu peux littéralement mourir à cause d'un mouvement de foule ou d'idées partagées par une foule. J'ai du mal à me dire que la foule, ça peut être neutre, dans le sens où Yona, dans sa chronique, évoque une forme de rapport de force avec le stress. Quand ça fait longtemps qu'elle n'est pas montée sur scène, comment vont réagir les personnes en face? Et si ça se passe bien, ça fait un cercle vertueux. Il y a des échanges et une tension entre les deux. Et en même temps, on a aussi revu à nouveau ce rapport de force, cette tension dans la musique de Mathieu, quoi. Donc en fait, que ce soit d'un angle professionnel ou juste comment on vit les choses au quotidien, ça laisse pas indifférent. Et dans la mesure où c'est plein d'êtres humains ensemble, moi je vois plus ça comme ça exacerbe justement l'être humain, plutôt que ça le lisse et le rend neutre, quoi. Et toi, Laura? Oui, on parle des comportements collectifs, des choses qui se passent dans la foule, qui ne se passent pas dans l'individu. Moi, oui, la foule n'est pas neutre, parce que les êtres humains, on n'est pas neutre. Ouais. Mais dans tous les sens, aussi pas pour dire, en fait, du coup, on va être juste des êtres humains individuels, chacun pour soi, et ça va, mais en fait, il faut qu'on vive en société, il faut qu'on vive, en fait, avec des autres personnes, il faut que voilà, et ça, c'est aussi important. Donc, l'idée, c'est aussi de voir un peu dans les collectifs individuels où on se positionne, et au moment où on est dans une situation où on est amené à faire quelque chose, parfois de poser quelques questions, par rapport à est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que c'est pas juste parce que tout le monde est en train de le faire, et mais tout en gardant l'idée qu'en fait on ne peut pas se déconnecter complètement des autres. On est des êtres sociaux et il faut vivre avec. Ouais. Et en fait, il nous faudrait quelque chose de commun, quelque chose qui ne nous conforme pas dans le sens on doit tous être pareils, s'uniformiser tous, mais quelque chose ou quelqu'un en fait qui est la raison pour laquelle on s'unit, on décide de faire corps, mais qui prend aussi en considération notre individualité. Il a quand même un regard très bienveillant par rapport à la foule. Et voilà, à chaque fois qu'il donne des discours, il est entouré de beaucoup de monde.
Et il n'est pas là en train de dire, en fait, chacun sait soi. Enfin, il prend la foule en tant qu'elle, mais il voit aussi dans son individualité, mais aussi dans les collectifs, il voit qu'en fait, il les cherche parce qu'il cherche quelque chose. Ils sont malades, ils n'ont pas à manger, voilà, ils cherchent quelque chose, et lui, il est aussi sensible à ça. Et ce que je trouve aussi intéressant dans le comportement à la fois de Jairus, donc qui a perdu sa fille, et de la femme qui allait perdre de sang, c'est qu'en fait, tous les deux, ils n'ont plus d'espoir dans les gens, et en fait, ils vont pas chercher le secours et la réponse à leurs problèmes dans la foule, mais dans l'individu, enfin, dans la personne de Jésus, quoi. Je sais pas si pour conclure un peu toutes ces réflexions sur la foule, vous avez des points qui vous ont particulièrement marqué, ou que vous avez des choses que vous avez apprises, que vous voudriez rappeler à ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai retenu que la foule est belle, la foule est grande et peut être horrible et dangereuse, mais qu'en fait, c'était ce qu'on en faisait qui était important. Moi, pour ma part, c'est que je vois, c'est qu'en fait, on a une façon de voir la foule différente selon notre personnalité, selon ce qu'on a vécu. Et pour moi, l'idée, c'est surtout en fait, de voir dans tout ça l'effet qui en fait, une foule, c'est fait d'êtres humains. Chacun avec des envies, des motivations, des choses qui lui poussent à faire une chose ou l'autre. Et de pouvoir voir en fait, que l'effet d'être ensemble, c'est aussi une manière de nous unir pour quelque chose. Voilà, c'est un peu de garder cette tension entre l'individu et les collectifs, tout en sachant qu'on est les deux en même temps. Merci beaucoup Laura pour ces mots, et aussi merci pour ta participation. C'était très cool d'en apprendre plus sur la manière dont on modélise, on pense la foule, la manière dont les êtres humains se comportent. C'était très éclairant. Je veux aussi vous remercier, vous qui nous écoutez. Voilà, on espère que vous avez pu vous plonger dans nos réflexions et qu'on a pu peut-être ouvrir des voies, et que ça va vous pousser à creuser le sujet qui est passionnant. On a aussi un défi pour vous. La prochaine fois que vous êtes confrontés à la foule, en fait, observez les gens, les individus, et on vous demandera des retours sur cette expérience. Nous sommes au 32e épisode du Comptoir. Il y en a 31 autres que vous pouvez écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Si vous cherchez un GBU en ce moment, vous voulez trouver un groupe pour discuter autour de la Bible avec d'autres étudiants, vous pouvez vous rendre sur le site gbu.fr. Merci aussi à toi Julissa, j'étais très heureux d'animer cet épisode à tes côtés. Et puis j'ai hâte de réfléchir sur d'autres sujets tout au long de l'année avec toi. Ouais, vraiment, merci à toi aussi Paul, c'était super cool. Et merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Laura et merci à tous les intervenants de cet épisode.